moi, Elias, le personnage que je joue, c'est un gars qui a voulu fuir sa vie au Québec, puis qui est parti se créer une nouvelle identité en France, suivre évidemment sa passion, qui est la mode, mais vraiment profiter pour s'inventer une nouvelle vie. Changer son accent, changer son prénom, essayer d'être quelqu'un d'autre. Et éventuellement, malgré le succès qu'il peut avoir, il se retrouve à la tête d'une maison de haute couture comme directeur artistique. C'est quand même quelqu'un d'excessivement angoissé, tendu, qui doute. Et le passé, le rattrape parce qu'éventuellement son père décède, son père à qui il parle plus, et il doit retourner, malgré lui, s'occuper des obsèques et tout ça. Puis je pense que ça l'enchante absolument pas parce que ça le stresse, puis aussi parce que il a jamais remis les pieds au Québec depuis 20 ans. Il a aucun intérêt à y retourner, puis je pense qu'il veut vraiment s'éloigner de ça. Il veut même pas qu'on sache qu'il s'appelle pas Elias pour vrai. Ouais. Le film est tiré d'un livre. J'ai pas lu le livre parce que rapidement, quand j'ai lu le scénario, puis j'ai parlé avec Xavier Legrand, le réalisateur, il m'a bien fait comprendre qu'il s'était inspiré du livre beaucoup, mais il s'était réapproprié cette histoire-là. Il a pris la proposition initiale et il l'a resitué dans un autre contexte, avec un autre type de personnage, avec un historique différent, un lieu différent. Dans le livre, c'est pas un Québécois qui travaille pas en mode. Puis même dans le passé, souvent, quand j'ai fait des projets qui étaient inspirés de livres, je suis pas allé lire le livre nécessairement. Je voulais pas me brouiller. Moi, au final, je dois rendre ce qui est sur papier, ce qui est le scénario. Donc, je me concentre là-dessus, beaucoup. Évidemment, ça peut arriver que ce soit une adaptation d'un livre que j'ai déjà lu, mais c'est pas arrivé. Donc, ouais, non, pour le successeur, je peux pas parler vraiment des différences entre le personnage du livre et le personnage dans le film parce que je peux pas faire la comparaison. Puis de toute façon, à ce que j'ai compris, Xavier s'est vraiment réapproprié cette histoire-là puis en a fait quelque chose d'autre, vraiment. C'est sûr que Elias a une tristesse intérieure, une anxiété, un stress, un doute. C'est quelque chose que j'ai ressenti à la lecture aussi. J'aurais pas vraiment imaginé à quel point Xavier m'aurait emmené aussi profondément dans cette noirceur-là. Parce que quand j'ai commencé le tournage, évidemment, je connaissais l'arc, je connaissais toute l'histoire, je savais où le personnage commençait, où l'histoire se terminait. Mais Xavier a creusé cette... disons que la descente aux enfers, qui était évidente à la lecture du scénario, était encore plus profonde une fois sur le plateau. C'est comme si... je sais pas si c'est une question de protection ou je sais pas, mais j'imaginais pas la noirceur aussi profonde. Puis j'ai été très perdu là-dedans à un moment parce que c'est un tournage qui est quand même assez exigeant. On tourne de nuit, c'est presque un huis clos. Je suis à, je sais pas moi, à 80% ou 75% seul dans le film. Donc, je me fiais beaucoup à Xavier pour ces scènes-là parce que c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup de crise de panique, beaucoup d'asthme, de perdition. Donc, à un moment, c'est difficile de se retrouver dans cette noirceur-là, dans cette descente-là. Puis je l'ai suivi à un moment et j'avais juste beaucoup d'abandon, je crois. Puis je crois qu'il y a aussi avec la fatigue du tournage, il y a eu un moment où rapidement, j'ai pris la main. Puis rapidement, je me suis retourné. Puis on était vraiment à un endroit où je pensais pas qu'on allait aller. Puis... c'est ça le génie aussi de Xavier, parce que Xavier, c'est un acteur avant tout. Il a une vision excessivement précise de ce qu'il veut avoir, même s'il tente, il cherche aussi, mais il cherche à aller chercher ce qu'il imagine.
Il y a quelque chose de très précis dans ses demandes, puis ça peut être très déstabilisant, mais en même temps très sécurisant, parce que tu le sais que tu es avec un réalisateur qui va pas se satisfaire de peu. Donc, quand Xavier est content, ben moi, je suis très heureux. Donc, voilà. Xavier Legrand s'en cache pas du tout là, qu'il s'est beaucoup inspiré de la tragédie grecque pour écrire le scénario. J'ai entendu parler d'Oedipe, puis d'avoir un personnage comme ça qui, en voulant éviter une situation, en se sauvant à l'autre bout du monde, il se retrouve juste à faire exactement ce qu'il fuyait. Puis je pense que c'est ça qui rend aussi l'histoire aussi noire, parce que je pense que sur le coup, avec les cas de la tragédie grecque, il y a des situations, des décisions qui sont prises que nous, en tant que spectateurs, on se dit, ça fait pas de sens, on n'aurait pas pris ces décisions-là. Comment il peut se retrouver dans cette situation-là? Mais quand tu analyses, suite au visionnement du film, quand tu analyses l'histoire, tu dis, peu importe la décision qu'il aurait prise, le résultat aurait été le même. Ce que Elias essaie de conserver, c'est sa vie, la vie qui s'est inventée, l'identité qui s'est créée, son métier, tout ça, sa réputation. Et peu importe les décisions qu'il va prendre, j'y ai pensé, là. Puis je me suis dit, peu importe ce qui arrive, le résultat est le même. Et c'est comme s'il y avait cette fatalité-là dans le personnage, où à la minute que le défilé commence, que le film commence, ben, la spirale, c'est une belle représentation de ça, la spirale du défilé, parce que c'est lentement, il se met à descendre, puis peu importe ce qu'il fait, ben, il va se retrouver au fond du gouffre. Ben, on va saluer toute l'équipe de post-production sonore. Je vais essayer de parler un peu de la musique, mais en fait, ben, c'est sûr que moi, j'ai grandi dans une famille très musicale. Mon père a fait de la radio, j'ai fait de la radio dans les dernières années un peu aussi. Et dans le successeur, on a eu la chance d'avoir Sébastien qui a composé la musique du défilé, surtout qui donne le ton au film. Et après, il y a vraiment une légèreté. Dans la première partie du film, il y a une légèreté qui nous donne l'impression que le film s'en va dans un endroit où il va pas du tout. Mais il y a un événement qui arrive dans le film, puis à ce moment-là, il n'y a plus de musique. Plus de musique pendant un long moment. Et cette absence de musique-là est excessivement anxiogène. C'est comme si, là, tout à coup, on a juste les respirations puis les battements de cœur du personnage. Et c'est là qu'on voit à quel point la musique peut être bénéfique, parce que l'absence de musique, en tout cas, moi, en tant que spectateur, me cause beaucoup d'anxiété. Donc, puis la musique revient à un moment où, et d'une façon très déconcertante. Il y a un travail musical, en fait, il y a un travail de son vraiment extraordinaire sur le film, parce que moi j'ai vu une version sans toute la post-production sonore et après, puis c'est incroyable à quel point tout l'enrobage auditif vient ajouter au récit. Mais l'absence de musique est un choix très pertinent, je trouve, de la part de Xavier, parce que ça vient nous enfermer dans cette maison-là, ça vient nous enfermer avec le personnage, puis on est pris comme ça. On s'entend respirer nous-mêmes, on entend, parce que du moins ce que j'ai vu autour de moi aussi, mais il y a quelque chose de très anxiogène pour le public aussi. Donc on est pris avec nos propres respirations et nos propres battements de cœur. Il n'y a aucune musique qui est là pour nous aider, nous prendre par la main, nous dire c'est ça l'émotion. Parce que je pense que pendant toute cette période-là, de toute façon, dans le film, Xavier nous donne l'impression qu'on s'en va à un endroit puis nous lance dans le mur, puis qu'on pense qu'on s'en va de ce côté-là, il nous lance sur l'autre mur, puis il y a quelque chose de très brusque, très violent dans la façon de raconter cette histoire-là, très cru. Puis je pense qu'il n'y a aucune musique qui peut amener cette violence-là à un autre niveau. Je pense qu'il faut juste avoir l'absence de musique, totalement. Ouais, ça rend ça plus difficile, je pense. D'où vient mon envie de raconter des histoires à travers mon métier? C'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 3 ans à faire ce métier-là. Ça n'a pas été un métier là, pendant longtemps.
Ça a été une activité parascolaire. C'était vraiment, mes amis jouaient au hockey, au baseball, moi je faisais la télé, du cinéma. J'ai beaucoup de plaisir dans le rapport humain à travers le travail. Donc, la rencontre avec un réalisateur, un scénariste, tous les artisans qui sont sur le plateau, travailler en symbiose avec tous les départements pour avoir du plaisir, mais aussi essayer de rendre un récit, quelque chose qui est des lettres sur un papier, insuffler un peu d'émotion à tout ça, mais j'ai pas l'impression que c'est juste moi qui raconte quelque chose, j'ai l'impression que je suis j'arrive à la fin. Mais c'est vraiment dans cette rencontre-là humaine qu'il y a sur les plateaux, entre plein de créateurs qui font des métiers différents, mais qui essaient de faire la même chose, raconter quelque chose, puis moi, je suis juste à la fin. Mais j'ai l'impression que je suis pas celui qui raconte le mieux nécessairement. Je suis juste la résultante du travail de tout le monde. T'sais. J'ai toujours espoir que le public va apprécier ce qu'on fait, va être touché ou choqué, ou peu importe ce qu'on essaie de faire. Mais moi, surtout, dans le cas du successeur, c'est d'avoir Xavier content suite à 5-6 ans de développement d'un projet, que lui soit fier de son projet, de ce qu'on a fait ensemble. Ça, c'est un cadeau. Puis c'est ça qu'on cherche. Puis tout le travail qu'on a, parce que, tu sais, évidemment, il y a la sortie, ce que les gens vont voir, tout ça, mais le gros du travail se passe sur le plateau, puis moi, voir tous les départements, tous les gens travailler, c'est inspirant, puis c'est ça qui me donne envie d'être à la hauteur. T'sais. C'est sûr que là, quand je me retrouve en promo à parler d'un projet, surtout le successeur, qui est probablement le projet le plus difficile à vendre, parce qu'il faut rien dire, il faut dire quelque chose, il faut comme rien dire, puis en même temps, ce qu'on peut dire, c'est très complexe. Que, je m'ennuie de mon équipe de tournage pour m'aider à transmettre justement cette histoire-là. Là. Ouais. Depuis le début de cette promotion-là, à chaque fois qu'on me pose des questions, je suis comme « Qu'est-ce que je peux dire sans rien dire? » Parce que j'ai l'impression que en évitant la moitié du film, ben on évite de parler aussi de ce qui est très intéressant dans le film. Donc, on essaie de naviguer là-dedans, puis essayer de dire des choses sans rien dire, mais c'est pas évident. Moi, la lecture du scénario, je me souviens, il y a une page que j'ai lue, puis j'ai comme déposé le scénario, je fais Puis je pense que le public aussi vit ça en voyant le film. Il y a un moment dans le film où ils font wow, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, j'essaie de préparer ma mère qui va aller voir le film, qui pense que c'est un film qui se passe dans le milieu de la mode. Je suis comme, non, c'est pas juste ça. Oui, il y a le milieu de la mode un peu, mais il y a un défilé, mais c'est ça.